Et pour finir, abordons l'analyse factorielle confirmatoire à laquelle je vous avais déjà introduit la semaine passée. Aujourd'hui, nous chercherons à la définir en profondeur, mais aussi avoir un aperçu du modèle de mesure impliquant au moins deux facteurs. Mettre en pratique ce modèle à l'aide du logiciel de modélisation M+, mais aussi introduire une covariable dans un tel modèle avant de tester l'invariance de ce modèle, autrement dit de procéder à l'analyse multigroupe. Une fois qu'on a fini d'obtenir une structure factorielle, on peut en évaluer la cohérence interne des échelles, précisément des facteurs, à l'aide par exemple de l'alpha de Cronbach qu'on a déjà abordé, mais surtout on peut chercher à valider, confirmer cette structure à l'aide de l'analyse factorielle confirmatoire, qui est un cas particulier de modélisation par équation structurale. Pourquoi? Parce qu'on est ici en présence d'un modèle de mesure à valider, étant entendu qu'un tel modèle de mesure inclut des hypothèses à tester au sujet de la covariation des variables observées. Et donc, on en a déjà parlé, lorsqu'on estime un modèle structural complet incluant à la fois des variables observées et des variables latentes, l'estimation du modèle de mesure constitue une étape préalable. Autrement dit, avant de chercher à expliquer la variation de variables latentes, encore faut-il s'assurer que le modèle de mesure est valide. Autrement dit, que la variable latente en question est valide. Et contrairement à l'analyse factorielle exploratoire, l'analyse factorielle confirmatoire est plutôt un modèle avec restriction. Autrement dit, chaque variable sature sur un seul facteur. Donc on ne permet plus les variables de saturer sur tous les facteurs, comme en analyse factorielle exploratoire. Et bien ici, on restreint les variables observées de façon à ce qu'elles saturent seulement sur un facteur particulier, étant entendu qu'on peut corréler ici les erreurs de mesure des variables observées, ce qui est impossible dans le cas de l'analyse factorielle exploratoire. Quelques recommandations avant de passer à l'analyse factorielle confirmatoire. Et comme on est en modélisation par équation structurale, puisqu'on cherche à valider un modèle de mesure, et ça prend minimalement 15 cas par paramètre à estimer, étant entendu qu'il est très important de vous assurer que les variables indicatrices d'un facteur mesurent bel et bien ce facteur. Et pour s'en assurer, on peut par exemple procéder à l'analyse factorielle exploratoire ou bien à l'analyse de fidélité avec l'alpha de Cronbach. Et surtout, utiliser au moins 3 variables indicatrices par facteur. Sinon, on en a déjà parlé, lorsque vous incluez dans un modèle de mesure unidimensionnel 2 variables, vous obtenez un modèle non identifié. Donc ça prend 3 variables pour qu'un modèle de mesure unidimensionnel soit identifié. Étant entendu que si vous avez une structure factorielle bidimensionnelle avec 2 variables indicatrices pour chacun des facteurs, oui, vous pouvez obtenir un modèle identifié, mais en général, on pense que ça prend minimalement 3 variables pour procéder à la validation d'un modèle de mesure, qu'il soit unidimensionnel ou pluridimensionnel. Étant entendu qu'ici aussi, comme en analyse factorielle exploratoire, les variables quantitatives doivent être distribuées normalement. Et pour les variables ordinales, l'échelle doit comporter au moins 5 points, du moins idéalement. Étant entendu, on l'a déjà vu, il est possible de procéder à l'analyse factorielle exploratoire ou confirmatoire lorsqu'on travaille avec des variables d'échelle avec 3 points ou 4 points. Mais idéalement, on pense que lorsqu'une variable ordinale est mesurée avec 5 points,
il a plus tendance à suivre une distribution normale que lorsqu'il est mesuré avec une échelle à 3 ou 4 points. Étant entendu, bien sûr, ça prend un logiciel de modélisation comme M+, pour pouvoir estimer un modèle factoriel confirmatoire, puisqu'ici, on est vraiment dans l'univers de la validation d'hypothèses complexes. M+ peut traiter spécialement les variables ordinales ou binaires de façon à prendre en compte leurs caractéristiques. Ce qui signifie que lorsque vous avez des variables ordinales, vous n'êtes même plus obligé de les traiter comme des variables continues. Du moins avec M+, on peut tenir compte de leurs caractéristiques ordinales ou binaires. Alors on va essayer de mettre en application tout cela en revenant toujours à notre problème de recherche. Nous avons fini d'obtenir une solution factorielle avec deux facteurs, agressivité d'un côté et délinquance de notre côté. Cherchons maintenant à valider cette structure factorielle résumant l'information contenue dans nos 6 variables d'intérêt. Donc ici, si les variables cri, colère et agresse sont corrélées entre elles, c'est parce qu'il y a quelque chose de latent. Et ce quelque chose de latent, c'est agressivité. De même, si illégal, vol et destruction sont corrélés entre elles, ces variables, c'est certainement lié à la délinquance, qui est ici une variable latente au même titre qu'agressivité. Et par conséquent, les deux variables latentes, agressivité et délinquance, expliquent pourquoi ces variables sont corrélées entre elles, de telle sorte qu'ici, on peut modéliser les erreurs de mesure comme en analyse factorielle exploratoire d'ailleurs. Par contre, ici, nous sommes en présence d'un modèle avec restriction. Donc ici, on ne permet plus aux variables observées de saturer sur tous les facteurs. Chaque variable observée doit saturer sur un et un seul facteur, étant entendu que par défaut, M+ va corréler les deux facteurs. Mais on peut reprendre le contrôle si on veut rendre orthogonales les deux dimensions, de façon à annuler la corrélation entre les deux facteurs. Mais strictement parlant, en analyse factorielle confirmatoire, l'idée de rotation ne s'applique plus. Pourquoi? Parce que la rotation est pertinente lorsqu'on cherche à maximiser les poids de certaines variables sur un facteur et les poids d'autres variables sur un autre facteur. Or ici, le problème ne se pose pas, puisque chaque variable sature sur un seul facteur. Et donc ici, l'idée de rotation n'a plus de sens, même si on peut toujours chercher à corréler ou à ne pas corréler les deux facteurs en présence. Alors, une fois qu'on a fini de construire le modèle, on peut chercher à les spécifier en mettant en évidence en particulier les différentes équations. Alors ici, vous avez le modèle de mesure du facteur agressivité. Alors essayons d'identifier les équations de mesure. On en avait déjà parlé, on va aller plus vite. Donc ici, on a l'équation de Cri qui est égale au coefficient lambda 1 en agresse plus l'erreur, colère lambda en agresse plus erreur, agresse lambda en agresse plus erreur. Et voilà, nous avons 3 équations pour ce qui est du modèle du facteur agressivité. Que se passe-t-il lorsqu'on modélise aussi le facteur délinquance? Et bien là aussi, on aura 3 équations. De telle sorte qu'au total, le modèle de mesure corrélant agressivité et délinquance comporte 6 équations à estimer. Étant entendu que M+ va rajouter l'intercept dans chaque équation. Voilà comment se présentent les 6 équations du modèle de mesure impliquant agressivité et délinquance. On a fini de spécifier le modèle, on peut chercher maintenant à l'identifier. Alors pour ce faire, on va essayer de faire le décompte des paramètres. On en a déjà parlé, les variables latentes, agressivité et délinquance ne comportent pas de métriques. Pour leur accorder une unité de mesure, eh bien, M+ va par défaut contraindre le premier loading comme étant égal à 1 pour ce qui est du facteur agressivité et du facteur délinquance. Et par de là, on estime les autres loadings
du modèle. Et donc ici, on aura 2 loadings libres pour agressivité, 2 loadings libres pour délinquance. Au total, on aura 4 loadings lambda libres à estimer, 6 erreurs de mesure, puisqu'on a 6 variables observées, 2 variances associées aux 2 variables latentes, une corrélation à estimer entre les 2 variables latentes, et finalement 6 intercepts qui ne sont pas visibles ici, mais M+ va estimer également les intercepts du modèle, puisque M+ rajoute une structure de moyenne observée. Et donc ici, on se retrouve avec 19 paramètres à estimer. Qu'en est-il du nombre d'informations? Eh bien, on aura 6, puisque c'est le nombre de variables, multiplié par 6, plus 1 divisé par 2, plus 6, et donc on se retrouve avec 27 informations. Donc c'est ainsi qu'on calcule le nombre d'informations disponibles chaque fois qu'on travaille avec des variables endogènes ou, si vous voulez, dépendantes. Eh bien, le nombre d'informations 27 moins le nombre de paramètres 19 nous donne un degré de liberté de 8. Eh bien, le modèle de mesure comporte ici 8 degrés de liberté et par conséquent, le modèle est suridentifié. Eh bien, tant mieux, puisque c'est le but visé en modélisation par équation structurale. Notre modèle étant bien identifié, suridentifié même, eh bien, on peut l'estimer à l'aide de 1+. Voilà comment se présente la syntaxe. Alors ici, j'ai enlevé l'option listwise. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus nécessaire de comparer les résultats d'un plus à ceux d'espèces par exemple, puisque l'analyse factorielle confirmatoire peut être estimée seulement avec M+. Alors une façon d'enlever une commande, c'est de mettre le factoriel. Donc on voit bien que chaque fois qu'on met un factoriel, eh bien la commande vire au vert. Et donc le factoriel est un peu l'équivalent de l'astérisque dans le cas de la syntaxe des SPSS. Donc autant dans SPSS, l'astérisque permet à SPSS de comprendre qu'une ligne de mots n'est pas une ligne de commande, mais plutôt une ligne de commentaire. Et bien autant ici, avec le factoriel, et bien M+ comprend que cette ligne de mots est plutôt une ligne de commentaire et non une ligne de commande. Alors, vous avez la commande pour estimer un modèle factoriel confirmatoire. Vous êtes un peu habitué à la façon d'écrire la syntaxe. Donc, j'aurais adresse, j'aurais pu mettre F1. Donc, adresse by clic colère adresse. Délinque comme délinquance, j'aurais pu mettre F2 by illégal vol destruct. Et voilà comment saisir la syntaxe du modèle, étant entendu qu'on peut sauvegarder les scores factoriels à la suite de l'analyse factorielle confirmatoire. Dans ce cas, il est utile de spécifier effectivement au logiciel qu'en fait la variable identif correspond à id variable. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va générer la base de données incluant les facteurs factoriels, on va pouvoir la fusionner, cette base de données, avec une autre base de données et procéder à des analyses subséquentes. Donc c'est très important effectivement lorsqu'on veut sauvegarder des scores factoriels de toujours spécifier l'identification des cas. Sinon cette variable ne va pas apparaître dans la nouvelle base de données et dans ce cas il vous sera difficile de fusionner la base de données ici générée avec une autre base de données et ainsi poursuivre vos analyses. Alors voilà comment se présentent les indices d'ajustement. En particulier, on retrouve nos 19 paramètres. Le nombre de degrés de liberté étant égal à 8, ça signifie effectivement que le nombre d'informations disponibles est de 27. Alors ici, nous sommes en présence d'un modèle sur identifié. Le qui carré est de 33.858, mais il s'avère statistiquement significatif. Toutefois, le qui carré a tendance à être élevé au fur et à mesure que la taille de l'échantillon est grande. Alors ici, notre échantillon étant de grande taille, on peut corriger ce biais en calculant le qui carré normé. Autrement dit, prenez le qui carré 33.8 divisé par le nombre de degrés de liberté 8, vous obtenez un ratio inférieur à 5. C'est le signe que le qui carré est acceptable, d'autant plus que le RMCA est de 0.066 inférieur à 0.08 et il n'est pas statistiquement significatif et le CFI est très intéressant puisqu'il est supérieur à 0.95. Et bien, somme toute, nous sommes en présence d'un modèle
qui s'ajustent bien aux données. Et par conséquent, on peut avoir confiance aux paramètres qu'on va chercher effectivement à interpréter. En l'occurrence, vous avez les paramètres d'intérêt sur le diagramme du modèle. Ici, on voit bien qu'un plus par défaut va contraindre le premier loading de chaque facteur comme étant égal à 1, de façon à conférer une métrique justement aux variables latentes, estimer leur variance et pouvoir les corréler. Par la suite, M+ va contraindre les moyennes des deux variables latentes comme étant égales à 0 ou leur écart type 1, de façon à pouvoir estimer tous les loadings du modèle. Voilà comment se présentent les loadings du modèle. Alors dans l'ensemble, les loadings sont très intéressants puisque pratiquement tous les loadings sont supérieurs ou égaux à 0.50, sauf un seul loading, 0.46, et c'est assez proche de 50. Et donc dans l'ensemble, le modèle semble correct. Ici, vous avez les erreurs de mesure. Étant entendu bien sûr que les intercepts ne sont pas visibles sur ce diagramme, mais on peut bien les observer ici dans cette sortie d'M+. En l'occurrence, ici je présente les résultats standardisés, étant entendu qu'M+ sort également les résultats non standardisés. Alors ici nous retrouvons nos 6 intercepts qui sont tous significatifs, évidemment c'est peu d'intérêt. Ce qui est surtout intéressant, ce sont les coefficients de saturation lambda, qui sont ici tous significatifs statistiquement parlant. Vous avez les variances résiduelles qui sont significatives statistiquement parlant. C'est le signe effectivement que les corrélations entre ces variables observées s'expliquent par d'autres facteurs. Étant entendu qu'ici vous avez les variances standardisées des deux variables latentes, puisqu'on présente ici les résultats standardisés. Et finalement ici vous avez la corrélation entre nos deux variables latentes. Voilà ce qui est de l'interprétation des paramètres estimés du modèle. Ici vous avez les R2. Évidemment, si vous élevez au carré les loadings, vous retrouvez les proportions expliquées, soit les R2 qui sont tous significatifs ici. Étant entendu qu'encore une fois, si vous prenez 1 moins chacun des R2, vous retrouvez les erreurs résiduelles ou variances non expliquées ou encore erreurs de mesure. Alors, ce qui est intéressant avec M+, c'est qu'on peut lui signifier de nous améliorer encore davantage le modèle en utilisant une option très intéressante qu'on appelle la modification des indices. Précisément, on peut demander à M+ de nous sortir les liens à libérer pour pouvoir améliorer le modèle de temps en termes de qui carré. Et donc voilà la commande pour sortir ces résultats. Donc ces modes comme modification des indices, entre parenthèses 3.84. Et bien pourquoi 3.84? Qu'est-ce que ça rappelle? En fait 3.84 c'est la valeur critique du qui carré au seuil de 0.05 avec 1 degré de liberté. C'est qu'effectivement M+ va comparer le qui carré du modèle retenu de notre modèle au qui carré du modèle après avoir libéré par exemple un paramètre et comparer les deux qui carrés. Et donc le logiciel va présenter les résultats qui sont statistiquement significatifs seulement. Autrement dit, les résultats dont le qui carré en termes de différence excède le qui carré critique ici 3.84. Et voilà comment se présentent les résultats de la modification des indices. Ici, M+ ne spécifie effectivement que la valeur critique c'est 3.84. Alors en l'occurrence, le logiciel nous dit que si vous corrélez les erreurs de mesure de colère et de cri, vous diminuez le qui carré de 22.628. Précisément, le qui carré de notre modèle initial est de 33.858. Si effectivement on corrèle les deux, eh bien le qui carré va diminuer de 22.628 pour s'établir à 11.04. Le qui carré qui était statistiquement significatif devient non significatif par le simple fait d'avoir libéré ce paramètre, autrement dit d'avoir corrélé colère et cri, précisément leur erreur de mesure. Ben voilà l'intérêt de la modification des indices, étant entendu que pour pouvoir utiliser cette corrélation, il faut la justifier aussi, c'est important, statistiquement parlant. Donc il faut que réellement les deux variables soient corrélées, mais s'il faut justifier cela,
cliniquement parlant, sociologiquement parlant, notamment dans la littérature. Sinon, c'est une option dont il ne faut pas abuser. En général, l'idéal, c'est d'avoir un modèle de mesure original qui n'inclut pas des corrélations entre les erreurs de mesure. Aussi longtemps que le modèle s'ajuste bien aux données, il n'est pas nécessaire d'inclure des termes de corrélation. Mais si le modèle est pauvre en termes d'ajustement, on peut chercher à l'améliorer en libérant des paramètres, précisément en faisant corréler des erreurs de mesure. Voilà l'intérêt de cette option d'M+. Et finalement, ce qu'on recherche en analyse factorielle confirmatoire, c'est une structure factorielle à la fois valide et fiable. La validité évalue si le facteur correspond réellement à ce qu'on veut mesurer. On en a déjà parlé. La validité convergente mesure si les indicateurs d'un facteur sont fortement corrélés entre eux et par rapport au facteur lui-même. En général, ça prend un lambda supérieur ou égal à 0,50 pour pouvoir asseoir la validité convergente d'une échelle ou d'un facteur précisément. La validité discriminante mesure si les indicateurs d'un facteur sont fortement ou non fortement corrélés avec les indicateurs d'un autre facteur et donc avec un autre facteur. Et donc, lorsque les corrélations entre les deux facteurs sont inférieures à 0,70, c'est le signe de la présence d'une validité discriminante. Et notre modèle de mesure satisfait à ces deux critères. Et pour ce qui est de la fiabilité, elle mesure si le facteur est stable. Autrement dit, si on peut le reproduire dans d'autres contextes ou à travers le temps. En particulier, on peut utiliser l'alpha de Cronbach de façon à mesurer la consistance interne de chacun des facteurs et s'assurer que l'alpha de Cronbach soit supérieur ou égal à 0,70. Mais aussi, on peut vérifier si une structure factorielle varie ou ne varie pas à travers le temps en utilisant ce qu'on appelle la corrélation test et retest. Parce qu'on pense qu'une structure factorielle doit pouvoir être la même lorsqu'on s'intéresse à des mesures au temps 1 ou à des mesures au temps 2 ou encore à des mesures au temps 3, ainsi de suite, ce qu'on appelle effectivement la fiabilité temporelle. Étant entendu qu'il est possible d'inclure une covariable comme prédicteur dans un modèle factoriel confirmatoire. En particulier, ici, on peut inclure le sexe de façon à comparer les moyennes des deux facteurs selon les gars et les filles. Précisément, est-ce que les moyennes estimées des facteurs agression et délinquance sont différentes selon qu'on est fille ou gars? Voilà comment se présente le modèle. Clairement, le sexe est comme un prédicteur des variables latentes. Ici, précisément, on cherche à savoir s'il y a une différence entre gars et filles eu égard aux moyennes des deux facteurs. Voilà comment spécifier le modèle à l'aide de la syntaxe. Alors, ce qui est nouveau, c'est agression on sexe. On l'a ici, agression on sexe. Délinquance, donc délinque on sexe, ben on l'a ici. C'est tout ce qui est nouveau dans la syntaxe. Ainsi, on peut estimer les résultats que vous avez devant vous. En l'occurrence, 0 étant égal à fille, 1 gars, eh bien les gars sont moins susceptibles de présenter un comportement agressif. Par contre, la différence n'est pas strictement significative. Alors, qu'en est-il pour délinquance? Donc ici, les gars sont plus susceptibles de présenter un comportement délinquant, mais encore une fois, la différence n'est pas statistiquement significative. Mais voilà une façon effectivement d'inclure une covariable dans un modèle factoriel confirmatoire. Certes, il ne semble pas y avoir une différence entre gars et filles si on considère les moyennes des deux facteurs, mais il se peut qu'il y ait une différence entre gars et filles si on considère quelques éléments de la structure factorielle. Eh bien, il est possible effectivement de procéder à une telle analyse multigroupe ou test des variances à l'aide d'M+. La démarche consiste effectivement à tester différents types
d'invariance. Alors qu'on va essayer de parcourir et surtout visualiser. En l'occurrence, la première étape du test d'invariance consiste à tester l'invariance configurale. On l'a déjà vu dans le labo précédent. Donc, est-ce que la structure factorielle des phi, donc symbolisée par l'encadré en vert, diffère de la structure factorielle des γ? Donc voilà ici en vert. Première question. Ensuite, une fois qu'on a la réponse, autrement dit, une fois qu'on a ce modèle configural, on compare ces résultats en termes d'équi carré avec un autre modèle du genre, est-ce que les loadings du modèle phi diffèrent des loadings du modèle γ, de façon à tester ce qu'on appelle l'invariance métrique. De même, on peut vouloir savoir si les intercepts du modèle phi diffèrent des intercepts du modèle γ, de façon à tester ce qu'on appelle l'invariance scalaire. Et finalement, on peut vouloir savoir si les erreurs de mesure du modèle phi sont différentes des erreurs de mesure du modèle γ, de façon à tester précisément l'invariance stricte. Mais voilà comment tester l'invariance de modèle factoriel selon une variable catégorielle, ici le sexe. Étant entendu que pour des raisons d'espace, on n'a pas pu le faire précisément. Mais voilà, ça va être tout pour la leçon d'aujourd'hui. Merci.